Vous écoutez le témoignage d'Isabelle, chapitre 7. C'est bon, on peut se lancer ? Bah oui, on peut se lancer. Avant que tu partes en Corée, tu m'appelles. J'aimerais qu'on parle de l'info de l'info surprise qui s'est invitée juste avant ton voyage en Corée. Tu te souviens ? Ah non, je m'en souviens pas, Guillaume. Il y a eu tellement de choses, tellement d'événements avant mon voyage en Corée que je peux plus en faire la chronologie et je sais plus du tout ce que je t'ai dit. Ok. Tu m'appelles, je décroche et tu me dis, Guillaume, ils ont retrouvé mon père. Oh. Et en gros, là où tu en étais avec le dossier d'adoption et ton père était censé être décédé, ton père biologique. Non ? Non, il n'était pas censé être décédé, il était censé être introuvable. Parce qu'il y avait trop de personnes qui correspondaient à sa description. Et ils m'ont dit, côté père biologique, ça va être compliqué. Votre mère, il y a moyen qu'on la retrouve, mais en fait, ils l'ont retrouvée, mais en fait, elle avait désactivé son registration number. Mais du coup, j'avais aucune attente du côté de mon père, pensant que il y avait tellement d'homonymes ou de personnes qui étaient nées à la même date dans le même district que... Ouais, je me mélange, ça doit être le père de Sophie. Oui, Sophie et son père est décédé. Et alors du coup, donc l'agence d'adoption te recontacte ? Qu'est-ce qui s'est passé sur ton père biologique ? Eh bien, dans mon souvenir, ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils avaient retrouvé mon père biologique et que du coup, ils lui avaient envoyé un premier courrier recommandé pour lui signifier qu'ils étaient à la recherche d'une personne qui pouvait correspondre à son profil. Et voilà. Et donc, je suis partie en Corée avec l'idée que possiblement, dans les 15 jours que j'allais vivre, possiblement, il y avait une rencontre qui pourrait se faire. Voilà. Donc, c'était... Oui, voilà. C'est vrai qu'il y avait C'est énorme, non ? Enfin, non, toi, t'as vécu d'autres séismes après ? D'autres séismes, je crois, j'ai l'impression que j'ai eu. Il s'est passé tellement de choses pendant le voyage et après le voyage que, en fait, aujourd'hui, la question même de la recherche de mes parents biologiques s'est un peu évanouie, incroyablement. Ok. Est-ce que tu m'as dit c'est un peu compliqué pour moi chronologiquement de m'y retrouver, mais avant ce voyage-là, parce qu'avant que tu racontes le voyage, est-ce que tu pars avec d'autres nouvelles ? Si là tu prends un temps pour essayer de les recollecter, ou peut-être tu pars avec quelle énergie, parce que je te vois réfléchir, tu pars comment en Corée ? Nous on te laisse, avec le podcast on te laisse. Tu es l'accompagnatrice de ta sœur, mais ça commence à bouger des trucs. Oui, vas-y, dis-moi. Tu serres les dents. Oui, effectivement, j'apprends que possiblement mon père est retrouvable. Ouais. Et comme ils viennent d'envoyer le courrier, moi, j'ai aucune idée, en fait, encore à ce moment-là, de la suite de la procédure. Donc, je me dis, mais en fait, on vient de lui envoyer le courrier. Ça veut dire que 2 jours après, il l'a ouvert. Et dans quelques jours, je suis sur place. Hop, on saute dans les bras. Enfin, en tout cas, c'est possible. Sauf que, et c'est ça que faut que je te raconte, c'est que à l'arrivée, 2 jours après notre arrivée à Séoul, on a rendez-vous avec la NCRC, l'agence gouvernementale en charge des enfants adoptés, qui nous explique pendant 1 heure tout ce qui reste à faire à partir du moment où on a retrouvé l'identité d'un parent biologique. Et qu'en fait, c'est pas parce qu'on en est là où on en est qu'on se rapproche du but, pas du tout. C'est pas du tout mathématique. Ah ouais. Voilà. Ce qui a changé drastiquement mon état d'esprit. Autour de ça. Voilà. Est-ce qu'on commence par là ou est-ce qu'il y a autre chose par lequel tu as envie de commencer autour de ce voyage ? Qu'est-ce qui est bon pour toi ? Eh bien, moi, je voulais commencer par la date symbolique du jour de notre départ, que nous sommes partis le 16 octobre 2022, et le 16 octobre 2021 décédait mon père. Donc ton père adoptif. Voilà, mon père adoptif. Et tu étais dans l'avion ce jour-là, par hasard. Ah oui. 1 an plus tard, c'est par hasard que cette date... Parce qu'il y a aussi cet anniversaire que Sophie, par hasard... Deuxième date forte, c'est justement le 22 octobre. On se retrouve à Busan, ville de naissance de ma sœur. Donc elle a appris l'info aussi dans le mois précédent, qui est quand même un jour hyper particulier dans notre voyage. Hein. Et je sais pas si... c'était hyper fort, même pour moi. Émotionnellement, c'était jour de fête.
on sort du métro qui nous a amenés à Busan parce qu'on arrive en train. Il y a une espèce de joie, de légèreté. L'air est chaud. Sophie, elle a le smile. Et je la filme même en train de traîner nos valises pour arriver jusqu'à l'hôtel. Il y a une vraie gaieté et on se sent hyper bien tout de suite dans cette ville. Alors moi, je sais pas si c'est parce que c'est cette ville ou parce que je suis juste avec ma sœur qui se retrouve dans cette ville. Et c'est un 22 octobre, donc c'est son jour d'anniversaire. Et c'est exactement 1 an pile, jour pour jour, après la date d'enterrement de mon père, où je me fais insulter à l'église. Où ce jour-là a été, je pense, le point ultime de ma descente aux enfers. Voilà, de ce délitement familial de ma famille d'adoption. Et 1 an jour pour jour, on se retrouve dans la ville de naissance de ma sœur avec cette allégresse, mais qui est tellement à l'opposé, qui est le contrepoint de cette journée dramatique qu'on a vécue 1 an jour pour jour auparavant. Tu veux la raconter un petit peu ? Cette journée de l'enterrement de ton père adoptif où tu te fais insulter ? Eh bien, on se retrouve dans le petit village où mon père a passé toutes ses vacances de jeunesse, un petit village en Lorraine qu'il affectionne vraiment tout particulièrement, où il a récupéré la maison de vacances où il a toujours grandi, enfin voilà, qui est la maison de ses parents. Et moi, j'étais très contente que sa cérémonie d'enterrement, elle soit dans ce village-là. Parce que c'est là où il veut être enterré. Et en fait, ma mère, la cérémonie d'enterrement, elle n'a pas eu lieu dans ce village. Elle a eu lieu dans leur ville de résidence en Seine-et-Marne. Et du coup, on est dans cette église magnifique d'un village qui est hyper beau, qui s'appelle Marville. L'église est magnifique. Et voilà, on est tous réunis là. Voilà, la cérémonie se déroule de façon assez classique. Hein, tout le monde prend un peu la parole. Un ami d'enfance de mon père qui salue leur enfance. Mon frère qui prend la parole, ses enfants. Enfin voilà. Et puis moi, à la fin, je devais clôturer par un petit discours que j'avais écrit pour rendre hommage à mon père et rendre notamment hommage à ces derniers mois qu'on a passés ensemble où il avait complètement perdu la tête. À quel point ça a été difficile à vivre, d'assister à, moi en tout cas, impuissante à cette déliquescence d'un homme qui avait été quand même un homme fort, puissant. Et en même temps, la façon dont c'était hyper beau, ce qu'on a pu vivre en fait, dans sa dégénérescence physique et mentale. Et tout ce que ça nous avait apporté de réconciliation en fait et d'amour profond qu'on avait pu se dire pendant tous ces mois-là, à quel point on s'aimait. Et au moment où je commence à prendre la parole, quelqu'un se lève dans l'assemblée et hurle « menteuse ». Et là, j'ai l'impression que le monde s'effondre. Mon petit chéri se lève de l'assemblée, court après la personne qui a hurlé ça. La moitié de l'église se vide. Enfin, je comprends que ça va possiblement partir en pugilat à l'extérieur de l'église, mais moi, je suis juste démontée. Je suis toujours sur mon pupitre, j'ai l'impression que je deviens folle, ou je me dis comment faire pour ne pas devenir folle. L'autre moitié de l'église se précipite vers moi pour me soutenir. Et... Qui a dit menteuse ? Et ce qui est complètement fou, c'est que c'est le voisin, un voisin de mes parents... qui s'est fait enrôler par mon oncle. Mon oncle est même pas venu à la cérémonie d'enterrement de son frère. Le frère de ton père. Ouais, le frère de mon père. Et il s'est fait un peu le porte-parole. En plus, menteuse, ça répondait à rien. On n'a jamais compris. Du coup, moi, cet homme, je l'ai jamais revu, quoi. Mais ça dit quoi, ce moment, sur le lien familial et en lien avec notre sujet d'adoption ? Moi, ce que j'ai cru entendre en tant qu'ami de toi, tu es mon ami, c'est que une partie de la famille, et je crois que c'est toi dans un des épisodes précédents, tu disais à quel point pour ton père la famille c'était important et le lien filial. Et une partie de ta famille adoptive, au fond, tu découvres à l'enterrement de ton père, de tes parents, que elle ne t'inclut pas. Elle ne te considère pas. Après, je le découvre pas à l'enterrement. L'enterrement, en fait, c'est ce point d'orgue de dire mais
en fait, suite à la mort de ma mère, en fait, on nous a reproché, enfin les frères et sœurs de mon père nous ont reproché, enfin sauf une tante qui a continué de nous soutenir. Et vraiment, c'est un grand merci à elle, quoi, parce que du coup, elle s'est mise à dos ses frères et sœurs, elle aussi. En fait, nous ont nié la légitimité en tant qu'enfants à faire des choix pour notre père. Médicaux. Enfin, des choix médicaux, mais des choix de prise en charge, quoi, parce que mon père était très très lourdement handicapé physique et mental, dans un village où il y avait, très peu de services possibles, et son état empirant. On a décidé de le placer dans une institution qui était plus près de chez nous et qui pouvait surtout lui apporter un soin H24, quoi, dont il avait besoin. Et ça a été considéré comme la pire des avanies, qu'on était traîtres. Mais j'ai reçu des lettres d'insultes, vraiment, de mes oncles et tantes, j'étais manipulatrice, méchante, cupide, avec des sous-entendus et des vagues sous-entendus avec tout ce que vous devez à vos parents, comment vous pouvez faire quelque chose comme ça. Sous-entendu avec tout ce qu'on leur doit, parce qu'on a été adoptés. Moi, des sous-entendus que je voulais pas entendre, que je voulais pas voir, que je voulais pas considérer sous cet angle-là. Et c'est avec des regards extérieurs, notamment amicaux, qui me disent, mais Isabelle, c'est parce que t'as été adoptée. Et ça, je mets beaucoup de temps à me dire, ça pourrait être ça. Et oui, en fait, je comprends que parce qu'on est des enfants adoptés, on n'a pas la légitimité d'enfants. C'est pas pareil, quoi. C'est pas la même chose. Donc le mythe, c'est exactement comme si on avait fait, c'est exactement la même chose. Non, en fait. Là, je réalise avec la mort de ma mère, donc, et la dégénérescence de mon père, donc il peut plus porter ce discours. Et en fait, se révèle cette illégitimité que j'avais jamais ressentie d'enfants. Et donc, eux ne supportent pas que nous, les enfants, on fasse des choix pour leurs frères, pour leurs sœurs, avec des accusations sous-jacentes de cupidité, comme si on voulait s'en mettre plein les fouilles, de quoi que ce soit. Et du coup, ce jour-là, l'anniversaire des 1 an de cet enterrement de ton père, où cette illégitimité se hurle dans l'église, il y a le décalage dont tu parlais, puisque ce jour-là, tu te sens bien, tu te sens en joie. Est-ce qu'on peut retourner en Corée ? Ouais, et là, je trouve ça hyper beau. Ça t'apaise, ouais, c'est ça. Et je me dis, mais à 1 an, jour pour jour, ouais. En 1 an seulement, en fait, d'autres horizons sont ouverts. À 1 an seulement, ce qui me semblait sur le coup vraiment indépassable d'un puissant fond de détresse, on se retrouve sous le soleil de Busan, avec ma sœur qui pétille, moi qui pétille avec elle, et ouais, dans une ambiance tellement, elle dit, de fluidité, d'évidence, vraiment, je crois qu'on a exactement les mêmes qualificatifs pour décrire notre voyage. Mais ce jour est quand même particulier. Ce jour de ce 22 octobre-là, elle l'a ressenti différemment, moi aussi je l'ai ressenti différemment, et c'était une journée, vraiment, on n'a rien fait de fou. Le truc le plus fou qu'on ait pu faire, c'est aller dans une boutique de prise de photos d'identité, parce qu'il y en a partout en Corée. Les jeunes sont fans de ça. Il y a plein de petits magasins où on peut se prendre en photo avec plein de déguisements et faire des photos d'identité avec plein de déguisements. Voilà. Et donc, on a fait ça. Sophie, elle a mis une paire de lunettes avec Happy Birthday. Moi, j'avais mis un serre-tête avec un gros nœud pape sur la tête et une paire de lunettes un peu marrantes. On s'est pris en photo et c'était la fête, quoi. C'est ça notre... Voilà, comment on a fêté ça. Et toi, du coup, ce voyage-là, tu étais déjà allé en Corée. Et ma question, c'est, est-ce qu'il a changé quelque chose pour toi ? Ce jour que tu viens de décrire, Sophie, dans les épisodes précédents, elle dit, c'est l'an 1 de quelque chose. Pour la première fois, j'ai fêté mon anniversaire à 44 ans. Toi, c'est le premier jour de quelque chose ? Non, moi, c'est pas le premier jour de quelque chose.
Et je crois qu'elle décrit très bien la chose quand, dans le complément que vous avez rajouté à l'entretien à distance, quand elle te répond... À la fin, là, sur WhatsApp. Ouais. Sur la façon dont elle pense que j'ai vécu le voyage. Effectivement, je pense que elle dit qu'elle a retrouvé quelque chose. Moi, j'ai pas du tout cette sensation-là. J'ai pas du tout la sensation d'avoir retrouvé quelque chose. T'as perdu quelque chose ? J'ai pas l'impression d'avoir perdu quelque chose que j'ai retrouvé, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un nouveau champ d'exploration. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a Avant de décrire ce champ d'exploration, qu'est-ce que tu as vécu durant ce voyage qui forme des clics ? Peut-être qu'on peut revenir sur le déroulé, l'événement. J'apprends que mon père, en fait, non seulement est vivant, retrouvable, donc du coup, je pars quand même avec ces attentes-là. Ok. Mais à peine arrivé, 2 jours après notre arrivée, donc on a ce rendez-vous avec la NCRC, l'Agence nationale de protection des enfants adoptés, là, et la personne nous explique pendant 1 heure à quel point c'est compliqué en fait entre le moment où on retrouve la personne et le moment où il y a des retrouvailles effectives. Alors avant qu'on aille là-dedans, juste moi j'ai besoin de comprendre, pendant tout un temps, non, votre père on peut pas le retrouver, et pouf, oui, coucou, un nouvel email, on peut le retrouver. Il s'est passé quoi en fait ? Ils ont retrouvé un dossier au fond d'un tiroir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors je sais pas du tout. Je comprends pas non plus. Mais sur quoi basait-on le premier ? Ah ben désolé, on peut pas le retrouver. Et qu'est-ce qui a changé ? Tu n'en sais rien. Non, parce qu'en plus là, on a 2 versions différentes. La version de la NCRC qui nous dit, oui, a priori, on a retrouvé votre père biologique. Et en même temps, tout en nous disant, mais en fait, ça se trouve, c'est pas lui. Donc, quoi ? Oui, qu'en fait, on estime qu'a priori c'est lui, donc on va lui envoyer le courrier. Mais peut-être c'est pas lui. Mais non, peut-être c'est pas lui. Donc tant que lui aura pas répondu et auto-déclaré en s'étant auto-reconnu dans... on pourra jamais savoir. Et qu'en plus, au-delà de ça, il y aura un test génétique ADN à faire. Donc toute cette procédure, en fait, elle est hyper longue. Donc il n'y a aucune chance que dans les 15 jours de mon voyage, il se passe quoi que ce soit. Oui, là-dessus. Qu'est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu as eu des infos qui expliquent pourquoi on arrive à retrouver l'identité d'un homme qui est vivant et il est possible que ça soit le père mais pas sûr ? Genre, en gros, on a peut-être la liste de tous les hommes de cet âge-là, de cette taille-là, qui sont venus à l'orphelinat le jour X. Non, en fait, je pense qu'ils ont la date de naissance. Ils ont en face de cette date de naissance et ce nom un certain nombre de registration numbers. Et dans cela, ils regardent ce qui est cohérent avec le fait d'avoir été à Séoul à ce moment-là. Okay. Et là, ce qu'on me dit, je reçois le mail, on a retrouvé votre père biologique, et en fait, ce que je comprends sur place, c'est que c'est une première tentative, mais que si ça se trouve, la personne ne va pas du tout se reconnaître là-dedans, il y aura un test génétique qui va démentir ça. Et ça va être très long. Et que il va falloir refaire le job avec quelqu'un d'autre. Ouais. Tu te sens comment, du coup ? Donc, c'est 2 jours après ton arrivée. Il y a un peu un montagne russe, comment on dit Maintenant, en fait, je me sens libérée parce que j'ai plus d'attente pour le voyage, pendant le voyage, de rencontrer mon père biologique. Et je suis dans une démarche juste de découverte. Profiter à fond du voyage. Et j'ai plus de pression. Même si je prends quand même rendez-vous avec mon interlocuteur à la Holt pour la fin de nos séjours. Donc ça, c'est l'autre. Donc voilà. C'est l'agence d'adoption privée, c'est une ONG. Tout en me disant, mais à quoi bon ? On a déjà rencontré la NCRC, elle nous a donné des infos. La Holt nous dira pas plus. Mais je sais pas, j'ai une intuition que quand même, tant qu'à être là, autant voir les deux. Non, et ce qui est assez drôle, c'est qu'à la NCRC, ils me disent quelque chose de complètement contradictoire avec les infos que j'ai dans mon dossier. Enfin, en tout cas, le mail qui m'avait été envoyé. Ils me disent, votre mère, en fait, elle était plus vieille de 9 ans que votre père. Donc, alors que dans le dossier, on m'avait dit, elle est très jeune. Et donc là, ils me donnent les années de naissance de mon père et de ma mère. Et ma mère, elle aurait eu 25 ans ou 24 ou 25 ans au moment de ma naissance. Et mon père, 17.
Donc 8 ans d'écart. Et là, on se dit avec ma sœur, bah non, mais en fait, je suis la fille d'une cougar. Donc on se dit, bah à ce moment-là, c'était peut-être la prof. Donc on se retape encore pendant 15 jours un nouveau scénario de mon abandon. C'était quoi votre scénario à ce moment-là? Bah c'est la été la prof. Voilà, c'est la prof de mon père biologique qui a 17 ans. Et là, on se dit par contre, si on retrouve mon père, bah, c'est sûr qu'il aura un souvenir de cette relation. Enfin, un jeune de 17 qui se tape sa prof de 25, ça peut, enfin, il s'en souvient. On se dit ça. C'est pas juste un coup d'un soir perdu dans plein de coups, voilà. C'est quoi ton intuition de la prof? Enfin, comment vous vient ce scénario? Ben non. 8 ans d'écart, on peut se rencontrer en cours de... en cours de dessin. Oui, non, mais dans ces cas-là, tu te fais vite un scénario. Hein. Ouais, mais pourquoi celui-là? Ah, mais parce que pour moi, c'était un contexte scolaire à la base. Tu vois, c'était deux jeunes qui s'étaient rencontrés à l'école, au lycée, tu vois, s'ils avaient 16-17 ans, parce que c'était des jeunes. Parce qu'on m'avait dit ça dans mon premier mail. Ils étaient des très jeunes. Donc je me dis, bon bah voilà, ils étaient à l'école, au lycée. Bon bah là, je vais pas beaucoup plus loin. Je dis, bon bah si c'est pas la copine de classe, c'est la prof. Et puis voilà. Ok. Du coup, tu vas à ce deuxième rendez-vous de la Holt aussi avec ces contradictions de dossier. Exactement. Ils te disent quoi? Bah que l'autre, il m'a raconté n'importe quoi. Oh. Il me donne la date précise de naissance de ma mère biologique. Du coup, pas cougar. Pas du tout. Et du coup, ils ont à peu près le même âge. Ils étaient très jeunes. Elle avait 16 ans, lui il avait 17 ans. Qui a priori ils devaient être au lycée tous les deux. Et j'ai même la date de naissance de ma mère biologique. Et je pense que ça, c'est une erreur. Il ne devrait pas me la donner. Pourquoi? Bah parce que je pense que moi, maintenant, c'est une info très précise qui me permettrait de faire des recherches. Parce que une date de naissance précise avec un nom de famille, même si les noms de famille sont très courants, mais voilà, je pense que tu peux assez rapidement faire le tri, quoi. Et pourquoi la Holt n'a pas le droit de t'aider à faire des recherches? Si, la Holt, en général, ils passent pas, c'est la Holt, mais ils sont main dans la main avec la NCRC, quoi. Ouais. Et du coup, à la Holt, ils me montrent mon dossier. Original. Enfin, moi, il m'avait envoyé les copies par mail, tu vois, numérisées. Un truc étonnant, c'est la petite photo d'identité que je t'avais montrée dans le podcast précédent, qui figure dans mon dossier, la petite photo en noir et blanc, ils en ont 10 exemplaires. Donc, ils me proposent de repartir avec une des photos d'identité. Si je veux en prendre une, j'en prends une. Et lui m'explique que donc, le premier courrier qui avait été adressé à mon père biologique, il a été reçu par sa femme. Ah. Voilà. Comment on sait ça? Un courrier recommandé, signature. Et voilà. Et j'en sais pas plus. Mais il me confirme ça. Et il me dit, en fait, vous pouvez réessayer l'année prochaine. De redemander l'année prochaine. Et il me dit aussi que la plupart du temps, les gens, ils réagissent pas du tac au tac. Soit, parce que possiblement, ils ont oublié. Donc, lui, à 17 ans, il se souvient pas forcément d'avoir couché avec quelqu'un, surtout si ma mère biologique lui a pas dit, il peut ne pas savoir. Parce que pas se reconnaître. Parce que il est pas forcément venu te déposer. Non. Sur ton dossier, c'est indiqué que c'est... Non, on sait pas. On sait pas qui. Voilà. Et en fait, même ma mère biologique, ça se trouve, elle a mis son nom à lui, mais elle a peut-être mis le nom de quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette histoire. J'ai aucune preuve dans le dossier que ce nom-là et cette personne-là... Enfin, voilà. Donc du coup, je me rends compte à quel point toutes les infos qu'ils peuvent me donner sont de toute façon sujettes à caution. Et c'est pas un chemin... Et à deux niveaux, sujettes à caution aussi, parce qu'ils ont l'air de se mélanger les pinceaux de ouf. Oui, entre eux, c'est pas très... Ouais. Et du coup, pourquoi l'agence publique de Corée du Sud s'est trompée de dossier? Enfin, tu n'as pas plus d'infos sur pourquoi on t'a donné des éléments qui sont quand même vitaux, enfin qui sont... Non, mais je pense qu'il a lu vite fait le truc. Lui, je pense que là, c'est plus à titre perso, un manque de rigueur. Voilà. Ouais. Je pense qu'il a lu la date vite fait. Il m'a donné la date de naissance comme ça, et puis il est passé à autre chose, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Du coup, toi, pendant ce voyage, tu te dis, j'ai envie de continuer à chercher tranquillement de loin, ça va durer longtemps. Je me dis pas ça, je me dis en fait je lâche complètement. Ok. Je passe à autre chose. Je suis dans mon voyage et je suis dans le présent. Et comment se passe ce voyage du coup? Ce voyage se passe très bien. J'ai la sensation
que ça fait des années que j'ai pas passé 15 jours d'affilée sans ressentir la moindre contrariété, le moindre pic d'émotion désagréable, de stress. Enfin, tout est hyper fluide. Alors que quand on est à l'étranger, quand on découvre un pays à l'étranger qu'on connaît pas, il y a 1000 occasions d'être contrarié. Voilà, tu vas manger quelque part, ça te plaît pas, le truc arrive pas à l'heure, tu comprends pas où ça se trouve les choses, enfin bon, bref. Et pas du tout. De A à Z, de notre départ de la maison pour aller jusqu'à Roissy, de Roissy jusqu'à Séoul, enfin, tout est parfait. On a un temps parfait. On a eu du soleil tous les jours, on a eu des couleurs de l'automne magnifiques. Et comment tu le comprends, toi? Comment tu l'interprètes? Parce que moi, j'ai déjà vécu ce que tu décris dans... Ça me rappelle Los Angeles, où j'étais avec une super amie, tout était délicieux, aucun lien avec ma filiation. T'en fais un, toi? Non, pas du tout, j'en fais pas. Je vois juste que je kiffe. Contrairement à tous tes autres voyages, ici, à ce moment-là, avec ta sœur, il y a une fluidité particulière. Ouais, tout se passe hyper bien. Après, rien d'exceptionnel. Parce que moi, le sous-texte que j'ai l'impression d'entendre... Ah ok, rien d'exceptionnel. Le sous-texte, ça peut être aussi « Bienvenue chez moi, je me sens chez moi ». Ah, j'ai cru que c'était ça que tu racontais un peu. Non, le sous-texte, c'est pas... Non, il y a le côté, logistiquement, tout se passe hyper bien. Et du coup, forcément, c'est agréable. Et c'est un espèce de soulagement après toutes les années que je viens de passer, là, tu vois. Ce côté, le sous-texte, c'est... je mérite. Non, voilà, tout d'un coup, je vis 15 jours juste de pure détente, sérénité, facile. Et ça alors que je viens de me taper 2 ans où j'ai pas passé, tu vois, une semaine zen, quoi. Voilà. Donc déjà, je profite de ça, je me dis, c'est possible. Et ça arrive 1 an pile après la fin de tout ça, quoi. Et donc... de la mort de tes parents, voilà, de tout ce que tu viens de raconter, ouais. Et ça n'a pas de lien avec le fait que c'est ton pays de naissance. Le lien, et notamment qu'est-ce qui contribue je pense à ce sentiment de bien-être, c'est le fait de pas du tout être considéré comme une touriste. Ce qui est désagréable quand on voyage à l'étranger, c'est le statut de touriste. C'est toujours chiant, ça, d'être un touriste ou une touriste. Et ce qui est assez fort, c'est que, enfin, hyper étonnant, c'est que je pensais que ça serait évident pour tout le monde qu'on serait des touristes, qu'on serait considérés et vus comme des touristes, et que pas du tout. Que par défaut, tous les Coréens, les Coréennes, enfin voilà, dans toutes nos interactions, c'est évident qu'on est Coréen, Coréenne, pardon, qu'on est local, avec ce confort de l'invisibilisation, d'être fondu, noyé dans la masse, que moi, à titre perso, j'ai jamais revendiqué ou j'ai jamais aspiré, enfin à ça concrètement, parce que oui, je suis plutôt quelqu'un qui parle fort, qui rit fort. J'ai jamais, enfin voilà, oui, peut-être sans doute plus une originale qu'une ultra conformiste, donc c'est pas quelque chose que je recherche du tout. Et que forcément je l'ai jamais vécu en France parce que je ressemble pas à la masse en France. Mais là, j'expérimente ça de façon inattendue et ultra confortable. Et tout à coup, il y a quelque chose de doux à faire partie du collectif, d'être invisibilisé dans ce collectif, à en être. Ouais, qui est incroyable, parce que j'ai jamais vécu. Et je comprends cette puissance-là, tout à coup. Et c'est marrant, parce que même on s'en amuse avec Sophie, et parfois on nous a renvoyé que si on parle en anglais, c'était presque parce qu'on voulait se la péter, quoi. Et c'était drôle. Parce que non, pour les gens en face de nous, c'était évident qu'on était des Coréennes. Et avec une telle puissance, une telle évidence, que c'était étonnant. Parce qu'on se dit, bah non, moi je parle pas un mot de coréen, mais c'est pas grave. Même si tu parles pas, t'es coréenne en fait. Tu parlais de plusieurs séismes que t'as vécus. C'est peut-être les effets qui se coulent post-voyage. Parce que pendant le voyage, non, du coup, je vis pas de séisme. Les séismes, c'est après. Ouais, voilà, je pense que c'est très fluide, c'est très doux.
Avant qu'on passe à l'après, du coup, de ce voyage, il y a d'autres choses dont tu as envie de parler? Quelque chose que Sophie avait déjà mentionné dans son témoignage, c'est le truc fou de... Avec ma sœur, on se ressemble pas du tout. Et souvent, on se disait, et je sais pas pourquoi on se le disait à elle plus qu'à moi, mais qu'elle devait pas être coréenne parce qu'elle avait pas eu tout la même tête. Et je sais pas pourquoi c'était moi qui devais avoir la tête d'une coréenne et pas elle. En France, Non, entre nous. Entre vous. Ah ouais, oui. Voilà. Ah ouais. Donc, je disais, non, peut-être être plus une tête de cambodgienne, enfin voilà. Et que quand on débarque à Busan, on se rend compte que tout le monde a sa tête. Et qu'elle a la tête de la Busanaise. Mais elle a pas que la tête, elle a le gabarit, enfin vraiment, elle a le physique du coin. Même beaucoup plus que moi. On retrouve beaucoup plus de gens qui lui ressemblent que de gens qui me ressemblent, en fait. Bon, après, ce qui est compliqué, c'est là-bas, tout le monde porte le masque encore. Enfin, beaucoup de gens portent le masque, donc moi, j'étais un peu frustrée parce que je pouvais pas voir toutes les têtes. Mais oui, ça, c'est hyper frappant. Pourquoi, à ton avis, c'est important? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que toi, tu as l'intuition de ce qui se joue? Pourquoi c'est important? Pourquoi ça nous a fait pétiller Sophie? Parce que juste, elle sait d'où elle vient. Tout à coup, elle voit d'où elle vient. Elle voit. Elle voit d'où elle vient. Et en plus, alors, je sais pas si quel est l'œuf de la poule, mais elle s'y sent bien. Elle s'y reconnaît. Enfin, on parle de l'anecdote à Séoul. Ma sœur, elle fume. Tu peux pas fumer dans la rue, donc c'était toujours la galère pour trouver les endroits où tu avais le droit de fumer. C'était hyper propre. Enfin voilà, chacun est. Là, on arrive à Busan, tout le monde fume dans la rue. Il y a des poubelles éclatées. Enfin, quand on dit que c'est Marseille oui, il y a ce côté un peu plus décontracté. Et en même temps, voilà, quand même, avec le fait que les choses soient quand même bien organisées à la coréenne. Donc, on retrouve même dans la ville un peu de sa personnalité, tu dis. Oui, voilà, enfin, tout à coup, ouais. Et pour elle, dont le questionnement, enfin, qui a toujours eu cette sensation de ne pas être à sa place, en France, dans la famille, tout ça, tout à coup, elle se rend compte qu'il y a un endroit où elle a sa place. Ouais. Il y a le dicton, on peut pas savoir où on va tant qu'on sait pas d'où on vient. Ouais. Et elle sait d'où elle vient. Et toi, Isa? Moi, ça m'a pas du tout fait ça à Séoul. Je me suis pas dit je me suis pas dit les gens me ressemblent. T'es née à Séoul? A priori. Et puis Séoul, c'est une capitale. Enfin, c'est énorme. Enfin, je me suis pas dit ça. Et en même temps, il y a tellement... En fait, en tout cas, en tant que touriste, c'est hyper agréable de voyager dans ce pays. Donc on s'y sent bien quand même. Il y a quelque chose de simple et on s'y sent d'autant mieux qu'en fait, d'emblée, on est invisibilisé. Donc, on peut jouir de tout tranquillement sans faire spot dans la rue. Et en même temps, en ayant les avantages sans les inconvénients. Mais donc, j'ai l'impression que là où ta sœur Sophie a vécu un séisme positif, une renaissance, toi, et donc on va aller dans les séismes, t'as vécu des séismes plutôt remuants, difficiles. Oui. C'est le cas? Ouais, c'est quoi ces séismes alors? Tu veux me les raconter? C'est la fin de cet épisode. Vérifiez si la suite est déjà publiée. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast dans votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification quand les prochains épisodes sortiront. Si vous aimez ce genre de podcast de témoignages, jetez un œil dans la description de cet épisode. Vous trouverez le lien vers mes autres podcasts de témoignages et mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de cette aventure. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.